Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle des TCA, les troubles du comportement alimentaire. C'est un terme qui regroupe notamment l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Et pour en parler, on a reçu Valentine qui est coach spécialiste des TCA et qui tient le compte Instagram Bobby & Bo. Elle nous explique à travers cet épisode ce qui peut déclencher les TCA, mais nous parle aussi de son approche thérapeutique qui allie conseils nutritionnels et suivi psychologique. Ses mots d'ordre, sortir des TCA sans grossir et ne s'interdire aucun aliment. Elle nous a d'ailleurs appris qu'il est possible de s'en sortir, mais que la volonté seule ne suffit pas. Et dans une société où l'apparence et celle des femmes surtout comptent plus que jamais, avec les réseaux sociaux, les troubles du comportement alimentaire sont de plus en plus répandus. Si toi aussi tu es concerné, on espère d'ailleurs que cet épisode pourra t'aider. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast, de nous laisser une note et de t'abonner à notre compte Instagram. Si cet épisode t'a plu, tu peux aussi le partager autour de toi. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Valentine et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui on va parler des troubles du comportement alimentaire, mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît ? Oui, moi je suis coach alimentaire, j'aide les femmes depuis 2018 à sortir des troubles alimentaires et on peut dire que je suis pas mal décriée puisque je fais un peu l'inverse de ce que tout le monde entend. En fait, je les aide à sortir quel que soit le trouble sans grossir. Et du coup, tu as suivi une formation en nutrition, quelque chose en particulier pour ça ? Oui, moi j'ai volontairement pas fait le BTS diététique parce que pour moi, et ça n'engage que moi, il est basé sur des principes qui datent un peu de Mathusalem parce qu'en fait, il a jamais été revu. Donc ça m'embêtait un peu de perdre du temps et de dépenser de l'énergie là-dedans. Donc moi, j'ai fait des formations en neurosciences sur l'alimentation émotionnelle, sur la gestion émotionnelle, sur la neuronutrition et la psychonutrition. Ok, donc tu as une approche qui n'est pas juste physiologique de pour mincir ou pour t'en sortir, il faut manger tel truc, ça va plus loin que ça. Oui, moi ce que je fais, c'est que je couple les deux. En fait, dans mon accompagnement, on travaille et la partie plus mentale, gestion émotionnelle, et l'alimentaire. En fait, on fait vraiment les deux. Là où d'autres, tu vois, j'ai plein de consoeurs qui font à peu près le même travail que moi et qui, elles, vont plus s'attarder peut-être sur le côté psycho, mental, etc. Moi, j'essaye d'allier les deux parce que pour moi, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de faire les deux en même temps. Et du coup, pour parler du sujet, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce que c'est les troubles du comportement alimentaire qu'on appelle aussi TCA ? Oui, alors il y en a 3, on va dire, de reconnus. Il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Alors, chacun a un petit peu sa définition, mais l'anorexie, en gros, c'est quand on a peur de manger, quand on a très peur de grossir, qu'on a peur des quantités, on a peur des calories, on a peur des aliments. Voilà. Il y a l'anorexie, c'est-à-dire une personne peut être anorexique et avoir un physique anorexique, c'est-à-dire très maigre, qui correspond à son comportement alimentaire, mais il y en a aussi des personnes qui font de l'anorexie mentale, c'est-à-dire qui ont toutes les mêmes peurs, c'est le même problème, mais ça va pas se voir physiquement. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un corps standard, ni gros, ni maigre, voilà. D'apparence, on se dit, elle a pas de problème. Donc ça peut être ça. Et ensuite, la boulimie et l'hyperphagie, c'est la même chose. C'est des prises alimentaires assez importantes. Ça peut être du sucré, du salé, peu importe. C'est plus l'impression de se remplir. La seule différence, c'est que avec la boulimie, il y a compensation derrière. Donc, soit laxatif, soit sport à outrance, soit privation extrême dans le but de rééquilibrer, enfin plutôt de compenser les apports ingérés. Et les vomissements aussi, ça en fait partie ? Oui, tout à fait, oui. En fait, c'est quand la personne va chercher à éliminer tout ce qu'elle vient de faire pour que ça ait pas trop d'incidence sur son physique. Ça, c'est de la boulimie. Et si le comportement alimentaire est le même et qu'il n'y a pas de compensation derrière, juste on a un besoin de se remplir, des envies de sucre très, 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 très fréquentes, enfin pas fréquentes, mais très conséquentes, et que voilà, on vide les placards, là, on est sur de l'hyperphagie.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment on attrape, entre guillemets, des TCA? Comment c'est quelque chose qui se développe? Est-ce que on l'a en soi ou pas? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est juste parce que on a envie de perdre du poids? Comment ça se passe? Alors pareil, j'ai un avis qui est assez tranché sur la question, mais je pense que c'est un avis qui vient euh, de par mon travail. En fait, aujourd'hui, alors moi, je dis pas du tout que je suis la meilleure, mais c'est vrai que j'ai accompagné des femmes qui avaient déjà été en hôpital, par exemple spécialisées pour les troubles alimentaires, pour qui ça n'avait pas forcément fonctionné. Et on va dire ici, ça a fonctionné, mais parce qu'en fait, on est juste sur une prise en charge totalement différente. En fait, très souvent, les spécialistes classiques, c'est-à-dire psychologues, psychiatres, nutritionnistes, eux considèrent que ça vient beaucoup des traumas de l'enfance, que les personnes qui développent des troubles alimentaires sont passées par ça. Dans un cas général, c'est vrai, on ne peut pas le nier. En revanche, on a toujours trouvé des causes actuelles aux troubles alimentaires avec les femmes que j'accompagne. On n'a jamais traité les traumas d'enfance, les trucs d'avant, voilà. Il y a toujours quelque chose qui fait que là, il y a un problème, en fait, et que du coup, on se réfugie ou pas dans la nourriture. Euh, la cause est très souvent actuelle. Il y a forcément quelque chose qui va pas, comme on dit quand quand on a un problème avec l'alimentation, c'est rarement le problème. C'est un symptôme qui fait que soit tu manges pas. Mais après, surtout chez les femmes, il y a quand même une grosse dimension physique au niveau du poids, au niveau des régimes, et très souvent les deux sont combinés. Hein. T'as et des personnes qui ont eu des traumas, etc., et qui à un moment donné ont voulu contrôler leur poids et leur apparence physique, et généralement c'est à ce moment-là que c'est le début de la fin. Parce que généralement, tu pars sur une phase de restriction. Et en fait, la restriction, c'est une fausse bonne idée parce que du coup, tu prives ton corps et qu'il y a un moment donné où il va te réclamer tout ce qu'il n'a pas eu. Donc, soit tu bascules dans la boulimie hyperphagie, soit tu restes X années dans l'anorexie. Mais c'est qu'une question de temps, quoi. Est-ce qu'on en est forcément toujours conscient qu'on est en train de basculer justement dans ces troubles du comportement alimentaire ou des fois ça peut durer des années et on ne s'en rend pas forcément compte. J'ai déjà vu certaines personnes de mon entourage justement qui étaient concernées et en fait quand on essaie d'aborder le sujet, on a l'impression qu'elles ne se rendent pas du tout compte qu'elles sont justement touchées par ces troubles-là. Généralement, la personne s'en rend pas compte tout de suite. Euh, on va dire que dans des cas d'anorexie, peu importe la forme, la personne est plus apte à ouvrir les yeux parce que si tu veux, il y a ce désir de faut pas que je grossisse, je vais tout faire bien. Tu vois, il y a un peu cette volonté de je vais faire tout ce qui est en mon possible pour contrôler. Donc les femmes sont généralement un peu plus lucides. Après, c'est vrai que pour la boulimie et l'hyperphagie, c'est très difficile de s'en apercevoir parce que, alors, moi, c'est ce que j'ai connu quand j'avais des troubles alimentaires, je suis un peu passée par par tous les stades. C'est que quand tu essayes d'en parler autour de toi, les gens normalisent un peu trop la chose. Moi, je me souviens que quand je commençais à dire, mais je crois que j'ai un problème parce qu'en fait, je mange trop et des fois, j'ai des pulsions et je peux pas m'arrêter et il y a tout qui peut y passer. J'ai très souvent des amis qui me disaient, ah, mais t'inquiète, c'est normal, hein, moi aussi je fais ça. Et du coup, je suis restée dans l'optique de, ben, c'est normal en fait. Oui, en fait, Tout le monde le fait. oui, c'est ça, ça arrive à tout le monde, donc finalement, il n'y a aucun problème, je suis comme tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, tu te dis, bon, ben, c'est normal. Et du coup, t'es tiraillé entre ben, visiblement, tout le monde le fait, mais moi, je m'aperçois que ça me pose un problème, en fait. Il y a un truc qui me dit que c'est un peu bizarre. Donc, on va dire qu'il y a un peu les deux cas de figure, mais généralement, les gens s'en aperçoivent pas. Et tu vois, même quand je prends les retours que j'ai sur Insta, parce que généralement, c'est là que les gens me trouvent, j'ai énormément de femmes qui me disent, bah, en fait, j'avais ça. Et pour la première fois, je viens d'arriver à mettre un mot, en fait, sur ce que j'avais. Et du coup, Donc, il y a à peu près combien de temps? Est-ce que il y a, je sais pas, peut-être des études qui ont été faites sur le temps qu'il y a à peu près pour les gens de se rendre compte qu'ils sont justement touchés par ces troubles?
Ou c'est vraiment propre à chacun Ben, alors les études, je sais pas, j'avoue que je me suis pas penchée sur la question. Après, ça peut être propre à chacun, tu vois, j'ai accompagné une femme, notamment mode, je dis les prénoms parce que c'est épinglé sur le compte Instagram, donc peut-être ça parle à des gens, qui était anorexique. Elle est restée 1 an. Tu vois, dans l'anorexie, alors elle est tombée très, 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 très bas, mais on va dire, ça, à l'échelle de sa vie, ça n'a duré qu'1 an. Et il y en a d'autres, tu vois, ça peut durer 4, 5. J'ai d'autres femmes qui ont la quarantaine et qui ont plus ou moins toujours connu ça. Et d'ailleurs, je me posais une question par rapport au TCA. Tu sais, c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent dans les médias notamment. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la visibilité sur ces troubles-là ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en souffrent? Je dirais que c'est peut-être les deux. Tu vois, avec la pression, pas la pression sociale, mais on va dire la pression de l'image. Aujourd'hui, on est de plus en plus touché par la dysmorphophobie. Enfin, moi, je le vois avec mes élèves où c'est très présent. Je dirais que toutes les élèves en sont victimes parce qu'il y a les réseaux sociaux. Tu sais, avant, on disait oui, mais ça a toujours existé. Il y avait les magazines, il y avait les mannequins. Oui, mais t'en voyais pas H24. Là, tu vas toute la journée, t'es matraqué de nanas qui sont pas faites comme toi, qui sont différentes, etc. Donc, du coup, la pression, elle est beaucoup plus présente. Et en fait, les gens peuvent, enfin, les femmes surtout, peuvent facilement tomber là-dedans et elles ont du mal à s'en sortir. Et donc, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce que c'est plus visible? Je pense que c'est un peu des deux, en fait. Il y en a plus parce qu'il y a la comparaison H24. Avant, c'est un exemple que je prends souvent. Avant, moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais pas sur Insta, il y a 10 ans, je sortais de chez moi, dans mon village, je me disais, ça va, tu vois, je suis pas Monica Bellucci, mais ça va, quoi. Et là, avec Instagram, tous les jours, t'as l'impression, alors désolé, hein, mais d'être la pire des merdes, quoi. Tu te dis, putain, mais moi, je suis pas comme ça. Et toute la journée, ça tourne dans ta tête. Donc, je pense que c'est un peu des deux. On se compare à H24, ce qui, parfois, inconsciemment, amène les femmes à se dire, non, mais là, par contre, je vais faire gaffe, parce que c'est pas possible. Tu vois, on voit ça même chez des femmes qui sont naturellement fines, tu vois, sur des petits gabarits, quoi, qui font 50 kilos, et qui me disent, ouais, mais je suis énorme, t'as vu comment je suis, c'est dégueulasse. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un mix des deux, quoi. Et du coup, c'est ça la dysmorphophobie, c'est se voir plus gros qu'on ne l'est, en gros, c'est ça? Oui, oui, c'est quand tu as l'impression de te voir avec 30 ou 50 kilos de trop et que tu fais une fixette pour le coup sur des défauts qui, très souvent, qui n'existent pas, hein. Les autres ne les voient pas et toi, tu es convaincu que, voilà, que ça existe. Du coup, quand on souffre d'anorexie, boulimie ou hyperphagie, est-ce que on fait forcément de la dysmorphophobie ou pas forcément? Pas forcément parce que tu n'as jamais 100% des personnes qui en font. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais on va dire dans 80% des cas, oui. Parce que la personne, a pas le principe, mais ce qui va se passer chez une personne anorexique, c'est qu'elle va se trouver toujours trop grosse. Même quand elle fait 30 kilos, elle est persuadée qu'elle en fait 80, tu vois. Donc ça va, la dysmorphophobie va la pousser à en vouloir toujours plus. Et chez les femmes qui cherchent à se remplir, c'est un peu pareil, en fait. Elles ont... Tu sais, c'est difficile quand tu es dans un trouble alimentaire. C'est pas une question de volonté, c'est très difficile d'en sortir. Mais en même temps, euh, tu sais pas comment faire, en fait. Tu as envie de t'en sortir, mais c'est pas possible. Et en même temps, t'es pas comme t'aimes. Mais du coup, tu as un mal-être qui vient te créer exactement ce que tu ne veux pas. Parce qu'elles le savent bien que plus elles mangent, plus elles vont se dégoûter. Je parle sur le long terme, hein, mais tu peux pas t'empêcher en fait. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, puis à une échelle un peu moins pathologique, entre guillemets, c'est vrai qu'on a certainement toutes vécu ce truc où t'es adolescente, t'as l'impression d'être énorme, tu te trouves trop grosse, et puis tu revois des photos 10, 15 ans après quand ton corps a changé, et tu te dis, mais en fait, j'étais hyper bien, comment c'est possible que je me trouve grosse à l'époque? Enfin, et on a un peu toujours ce truc-là de, bah en fait, je me sentais pas bien, et pourtant, j'étais très bien. Ben ça c'est un peu, enfin ça va avec. Mais tu sais, on s'écarte un peu des TSA, mais ça va avec. Et moi, j'en parle souvent. Enfin, j'essaye de souvent en parler sur mon compte, où il y a un peu le mythe de quand je serai mince, ça ira mieux, tu vois. Oui. Parce que je serai mieux, j'aurai plus confiance, je pourrai mettre des vêtements que j'ose pas mettre, etc. Et ce que tu viens de dire, ça prouve très bien la situation. C'est que quand tu es mince,
ou que tu te considères bien, en fait, tu t'en rends pas compte. Parce que pour toi, t'es jamais assez, t'es toujours trop grosse, et c'est après, une fois que t'es sortie du truc, que, comme t'as dit, tu te dis, purée, mais en fait, j'étais très, très loin d'être grosse. Et ça illustre parfaitement le propos de, ouais, mais quand je suis mince, t'as des femmes qui en sont convaincues, hein. Je sais que quand je serai mince, tout ira mieux. Mais généralement, tu l'as déjà vécu et tu te rends compte que ça allait pas forcément mieux, quoi. Et est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous expliquer, au-delà effectivement du fait de prendre du poids, perdre du poids, c'est quoi les conséquences des TCA sur la santé, sur le mental? Ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont propres à chacune, dans le sens où chaque organisme est différent. Tu sais, c'est pas parce que les gens fument qu'ils auront tous un cancer. Il y en a qui vont Évidemment. en avoir et il y en a qui vont pas en avoir. Mais on va dire que donc, dans le côté hyperphagie, boulimie, je parle sur le long terme, hein, quelqu'un qui, je sais pas, qui fait ça depuis un an et qui s'en rend compte, il n'aura pas forcément les mêmes répercussions sur son organisme. Mais en fait, ça peut te générer du surpoids, vu que tu gardes la nourriture ingérée. Euh, Après, ça peut créer des troubles de l'humeur, parce que du coup, on est sur des grosses prises alimentaires avec des pics de glycémie et une alimentation qui est déséquilibrée. Ça peut créer forcément des troubles du transit, donc des ballonnements fréquents. Ça peut créer sur le long terme toujours tous les problèmes de santé, en fait, diabète, cholestérol, toutes ces choses-là, puisque généralement, quand on a des compulsions alimentaires, on se dirige rarement vers des haricots verts, hein. On est plus sur Tant des qu'à faire. produits assez, voilà, trans, tous les produits qui vont libérer de la dopamine, en fait. Donc, forcément, plus t'en manges et plus ça dure dans le temps, plus t'as tous comment dire, les problèmes de santé qui sont associés à l'alimentation industrielle et la surconsommation et tout ça. Donc, on va être plus sur des problèmes de santé qu'on entend parler tous les jours. Tu vois, le diabète, le cholestérol, le surpoids, bon, ok, c'est dangereux, mais tout le monde en entend parler. L'anorexie, en revanche, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Tu vois, moi, les femmes anorexiques que j'ai accompagnées, le symptôme le plus évident, c'est la perte des règles, c'est l'aménorrhée. Mais après, il y a des choses qui ne se voient pas, qui ne se constatent pas, pardon, telles quelles. Mais en fait, ça va se passer dans l'organisme. J'ai eu 2 élèves qui ont eu des atteintes au foie. J'en ai eu une autre qui a une atteinte à je sais plus quel organe, je sais plus si c'est la rate ou je sais pas quoi. Et en fait, et la thyroïde aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup la thyroïde, parce que c'est un peu le chef d'orchestre du corps humain. Et après, de façon logique, le corps a des besoins. Et en fait, si tu le sous-nourris, il y a un moment donné où ça tourne plus. Et du coup, ça crée des carences, des problèmes de santé que, alors personnellement, je trouve plus gravissimes que d'autres, parce que le diabète et le cholestérol, quand ils sont, on va dire, pris à temps, ça peut toujours être un peu régulé, stoppé, calmé. Quand ton foie il est atteint, on est sur un autre délire, hein, quand même. Voilà, c'est pas la même prise en charge, on va dire. Et après, ça peut aller jusqu'aux pertes de connaissances. J'ai une élève qui perdait régulièrement connaissance parce que elle avait juste pas d'énergie. Et c'est pareil, si tu perds connaissance de temps en temps, ça peut aller. Quand c'est tous les jours, il n'y a pas de prochaine étape en fait. Donc ça peut être vraiment gravissime. Oui, dans tous les cas, c'est des pathologies qui peuvent te tuer à moyen ou long terme, que ce soit l'anorexie ou la boulimie. Dans tous les cas, ça peut être très dramatique. Oui, oui. Et tu parlais d'élèves, justement, là je rebondis là-dessus. Est-ce que ça veut dire que manger correctement, avoir une relation saine et apaisée avec la nourriture, ça s'apprend? Ouais, c'est intéressant que tu parles de ça. Moi, je leur dis ça tout le temps. Je leur dis, en fait, on va apprendre à manger. Parce que les plans alimentaires, les choses comme ça, on t'apprend rien. Tu fais bêtement. Ok, merci, je mange ça à telle heure. Mais t'apprends pas, t'écoutes pas forcément ton corps. Juste, tu suis le process. Et pour moi, apprendre à manger, oui, ça s'apprend comme tout. On t'apprend à écrire, on t'apprend à compter, on t'apprend à marcher. Et tu te rends compte que l'alimentation, personne ne te l'apprend. Et on va dire, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Soit tu viens d'une famille comme moi, où c'est à peu près équilibré et du coup, ça va. Soit tu viens d'une famille où, soit qui a jamais appris, soit qui avait pas le temps, qui est tombé dans la facilité. Et du coup, l'un en menant l'autre, t'as des gens qui mangent transformés, mais qui sont
convaincus, enfin pas convaincus, mais pour eux c'est normal. Ouais. Tu vois, avant que tu viennes les aider, ils voient pas le problème parce que ça a toujours été comme ça chez eux. Donc oui, l'alimentation, pour moi, ça s'apprend. Oui, je voulais savoir si quand on se fait accompagner et qu'on arrive à sortir justement de ces troubles, est-ce que on en sort définitivement ou est-ce qu'on reste toujours fragilisé? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on y revienne à un moment dans notre vie? Alors, tu as toujours une épée de Damoclès. Tu as toujours une épée de Damoclès, c'est-à-dire que tu t'en sors, mais comme plein de choses, alors c'est pas vraiment une addiction, hein, parce que les troubles alimentaires, c'est considéré comme des maladies, mais pour faire la comparaison, c'est comme une addiction, il suffit de ça pour que ça bascule. Ouais. Voilà, donc il y a plein de choses, après c'est propre à chacun, mais on va dire que, donc moi je travaille l'alimentation et le côté voilà mental, émotionnel, donc il y a plein de choses au niveau du conditionnement, enfin bref, l'impact des mots, etc. Mais d'un point de vue alimentaire, par exemple, tu vois, le fait d'équilibrer ton alimentation, en fait, de donner juste à ton corps ce dont il a besoin, ça suffit, alors ça suffit, avec des guillemets, à ce que la magie opère. Parce qu'en fait, tu lui donnes ce qu'il faut, donc lui, il fait le travail, le corps, il est biologiquement programmé. Voilà, une fois qu'il a tous ses apports, toutes ses vitamines et tout, il fait le taf. Maintenant, si tu tiens ça et que ça roule, ben, il y a peu de raisons que ça cafouille. Par contre, le jour où pour X raisons, tu viens à nouveau déséquilibrer ton alimentation parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai eu des enfants, parce que, je sais pas, j'ai changé de boulot et vas-y, pour me dépanner, j'ai fait comme j'ai pu, tu vois, je sais pas, j'ai enlevé un peu les protéines, j'ai enlevé un peu les matières grasses, etc. Et de fil en aiguille, tu bascules à nouveau dans une alimentation qui est déséquilibrée, ça peut revenir. Ça peut revenir parce que il y a et le côté émotionnel et le côté alimentaire. Oui, il faut de toute Donc, façon être vigilant à ce que tu restes dans un espèce d'équilibre tout le temps, quoi. oui, bah après, si tu veux, ça se fait tout seul. Parce que c'est vrai que quand on en parle, ça a l'air super dur. Mais ça se fait tout seul. Tu vois, il faut vraiment que tu te lâches des deux mains et que tu dises, ben non, vas-y, je fais plus rien Oui. pour rebasculer dedans. Mais après, voilà, c'est tout bête en réalité, mais une fois que tu manges bien, tu vois, parce qu'on n'est pas dans la restriction, on n'est pas voilà, dans les plans alimentaires, les régimes et tout, une fois que tu as compris le truc et que tu manges bien, voilà, ça roule, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais que c'est reconnu comme des maladies. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise en charge et il faut un diagnostic? Comment ça se passe? Comment t'es accompagné si on te dit, ok, tu souffres de TCA? Ouais, alors l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie sont reconnus comme des maladies et maladies mentales. Je crois ne pas. Il faudrait que je vérifie parce que ça remonte longtemps, mais je crois que ce que je dis est juste puisqu'elles sont répertoriées. Je n'arrive jamais à dire le nom dans le DMS5 ou DMD, un nom comme ça que j'arrive jamais à dire dans le manuel, en gros, qui répertorie toutes les maladies mentales. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils font, donc oui, ça se fait sur diagnostic. Et il y a tu sais, par exemple, ils te mettent toute la liste de symptômes. Oui. Et il faut que tu en coches au moins la moitié pour qu'on te dise, oui, ok, vous êtes dans l'anorexie, oui, ok, vous êtes dans la boulimie, et oui, vous êtes dans l'hyperphagie. Ouais, Tu vois, d'accord. par exemple, peut-être qu'il y a des femmes qui vont nous écouter, tu vois, qui vont se dire ah oui, oui, mais c'est vrai, moi aussi, des fois, je mange trop, ou moi aussi, des fois, je mange que du sucre, ou des fois, c'est pas forcément un trouble alimentaire. Parce que parfois, il y a aussi cet amalgame-là. Trop manger, c'est pas forcément un trouble alimentaire. Manger mal, c'est pas forcément un trouble alimentaire. Tu vois, si tu fais une soirée pizza et que tu prends une pizza entière, puis tu vas prendre, je sais pas, du chocolat en dessert, et puis voilà, c'est pas fou, c'est pas un trouble alimentaire non plus. Donc il y a vraiment des cases à cocher. Oui, parce qu'on peut Et aussi après, avoir un rapport compliqué à la nourriture, comme beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, sans pour autant être dans la pathologie. oui, oui, complètement. Après, tu as d'autres choses qui sont pas reconnues comme troubles alimentaires officiellement, mais tu as tout ce qui est alimentation émotionnelle Oui, et l'orthorexie. L'orthorexie, alors, ils sont pas trop d'accord parce que ils considèrent que c'est un peu nouveau, tu vois, que ça date de ces dernières ouais, années. Donc, t'en as qui te disent, ben si, c'est un trouble, mais non. Donc, on sait pas trop, mais en tout cas, ils s'accordent à dire que c'est pareil, le fait de vouloir manger
que du sain, zéro transformé, rien de brut, pas de chocolat au lait, pas de trucs, tu vois, un peu... en fait, tout ce qui est considéré comme mauvais ou non sain, ils considèrent que ça devient aussi un trouble. C'est ce qu'on appelle l'orthorexie, où tu veux l'alimentation parfaite, carrée. Voilà, ça peut s'apparenter à ça. Et après, c'est pareil, l'alimentation émotionnelle, tout le monde en fait. C'est pas un trouble, c'est pas une maladie en soi. Mais en fait, c'est pareil, tu as la fréquence. L'alimentation émotionnelle, tout le monde en fait. Si tu en fais tout le temps, c'est-à-dire que la seule façon de gérer tes émotions, c'est de manger, là, il y a un problème. Parce que ça veut dire que tu as une mauvaise gestion des émotions. Et quand ça va pas, tu manges. Quand ça va, tu manges. Quand tu es contrarié, tu manges. Enfin, voilà, ça peut devenir problématique parce que le volume, la prise alimentaire n'est pas la même. C'est-à-dire que tu peux faire de l'alimentation émotionnelle et juste manger, j'en sais rien, la moitié de la tablette de chocolat, alors que un boulimique ou un hyperphagique, il va vider les placards. Mais si tu fais ça tout le temps, tu vois, je sais pas, admettons 2 fois dans la semaine, ton boss, il t'a fait une remarque et tu sais pas comment faire et du coup, tu étais énervé et t'as bouffé, ben, la fréquence, elle devient quand même importante, en tout cas régulière. Et c'est pareil, après, voilà, sur le long terme, hein, je parle, tu peux avoir aussi toutes les pathologies qui viennent avec. Et du coup, là, quand tu disais qu'il y a des cases à remplir pour être diagnostiqué, une fois que tu es diagnostiqué, la prise en charge, elle se passe comment? Est-ce que tu es pris en charge par la sécurité sociale, justement, ou comment ça se passe? En France, il y a un cursus particulier et défini où, en gros, si tu as fait telles études, tu as le droit d'avoir une plaque psychologue, nutritionniste, etc. Et si tu as fait d'autres études qui peuvent être complémentaires mais qui ne sont pas reconnues par l'État, tu n'es rien. Donc, le processus classique, c'est que normalement, il te faut aller ou chez un psy ou chez un psychiatre, enfin, ça reste un psy. Il te fait le diagnostic et très souvent s'ensuit une prise en charge, du coup, on va dire à 70% que psychologique. Parce que pour eux, l'alimentation, c'est pas le sujet, on est sur une maladie mentale, donc on traite le mental. Généralement, ça se passe comme ça, et du coup, ben, c'est pris en charge par la Sécu. Tu vois, après, ça dépend, tu as aussi les mutuelles, l'histoire comme ça, mais normalement, oui. Après, moi, comme je suis pas reconnue, je suis pas prise en charge par la Sécu. Donc là, c'est pareil, c'est une démarche supplémentaire et un coût de se dire, ok, je vais me soigner autrement en allant voir d'autres professionnels. Ça rejoint un peu, tu sais, les personnes qui sont en obésité morbide, par exemple, à qui on fait des sleeves, qui se font couper l'estomac, mais à qui on n'apprend pas à manger correctement. Donc certes, ton estomac est plus petit, mais si tu sais pas mieux manger, tu résous pas vraiment le problème de fond, en fait, parce que c'est complémentaire quand même. Oui. Pour répondre à ta première question sur le coût, la prise en charge, etc., moi, je suis souvent le dernier espoir. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, j'ai eu des femmes qui ont fait de l'hôpital. J'ai des cas aussi moins graves, hein, mais voilà, généralement, c'est écoute, j'ai tout essayé, je viens chez toi et on va voir. Donc voilà, très souvent, je suis le dernier espoir. Après, c'était quoi la deuxième partie de ta question? C'était sur l'apprentissage alimentaire. Oui, c'est ça. Quand on est en obésité morbide, qu'on nous fait une sleeve, Ah mais oui, qu'on ne nous apprend pas à manger, donc le problème finalement n'est pas vraiment résolu. Parce que même oui, si oui. tu résous tes problématiques psychologiques, tu sais peut-être toujours pas comment manger si tu t'es jamais bien Oui, alimenté. C'est pas. Et puis souvent, oui, en plus, on voit que oui. ces personnes-là reprennent aussi beaucoup de poids au bout d'un moment. Donc finalement, elles reviennent au point de départ, quoi. C'est exactement pour ça que moi, je fais les deux. Parce que mes DM sont remplis de oui, mais alors moi, j'ai déjà essayé, je suis suivie par une psy. Mais comme on disait, côté alimentaire, il n'y a rien. Ou à l'inverse, oui, mais moi, je suis suivie par une nutritionniste. Et côté psy, on n'a rien. Donc, dans les deux cas, selon moi, hein, ça n'engage que moi. Mais selon moi, dans les deux cas, il manque un truc, en fait. Et dans le cas de la sleeve, c'est pareil, parce qu'on te donne une solution là, maintenant. Ok, on va te faire ça et ça devrait porter ses fruits. Sauf que c'est pareil. En fait, on t'apprend pas réellement à manger. J'ai une proche qui l'avait fait il y a 10 ans. Je me souviens plus, il faudrait que j'y demande, mais il me semble qu'on te donne, tu sais, un petit carnet, en gros, avec des conseils très, 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 très généraux. Et, euh, et en fait, on t'apprend pas à manger. Et c'est pour ça que je crois une opération bariatrique sur 2, je crois que c'est ça les chiffres, échoue. Ben, C'est parce qu'en énorme. fait, soit
soit, on va dire, tu arrives à tenir le truc et ça se passe bien, soit ben, tu retombes dans tes travers. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que, effectivement, comme les gens n'apprenaient pas à manger, ils mangeaient juste moins. Mais un repas, c'était, alors j'exagère, hein, mais c'était un Mars et une banane. Tu vois, donc ce qui fait que niveau équilibre alimentaire, on n'y est pas. Sans parler des quantités, du coup. Mais si tu fais ça tout le temps, ben forcément, tu seras pas rassasié. Donc le risque, c'est de manger plus. Et dans le cas où on te coupe juste la moitié de l'estomac, parce que tu sais, dans l'autre, on te relie, je crois que c'est l'œsophage à l'intestin directement, et c'est une ablation complète de l'estomac. Mais dans le cas où tu gardes une petite partie de l'estomac, t'es pas à l'abri qui s'agrandisse sur le long terme. Donc du coup, ouais, les chiffres sont assez parlants là-dessus. Tu vois, c'est pas parce que tu fais cette opération-là que forcément on te garantit à 100% que ça va fonctionner. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si on n'a pas de TCA, mais que justement on a un peu cette problématique alimentaire émotionnelle, mais qui est très présente, est-ce qu'on peut venir te voir aussi ou toi tu traites quand même plutôt des gens qui ont des pathologies? Alors, moi, enfin, dans un premier abord, je traite les troubles alimentaires. On va dire, c'est ce que je fais la plupart du temps. Après, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des femmes qui m'ont dit non, mais moi, je veux juste apprendre à manger. En gros, j'ai pas de problème. Par contre, j'ai besoin d'un suivi qui est poussé. J'ai besoin de quelqu'un qui m'explique tout le pourquoi du comment, etc. Voilà, moi, j'explique tout au début parce que c'est vrai que l'accompagnement a un certain coût. Si la personne, elle est OK et qu'elle me dit non, 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 je veux, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Oui, d'accord. En D'ailleurs, fait, moi, je pars du principe que quelqu'un qui vient chercher de l'aide, peu importe, c'est-à-dire dans la limite de mes compétences, hein, bien évidemment, mais quelqu'un qui vient chercher de l'aide et qui me dit, voilà, ben, aide-moi, s'il te plaît, j'ai besoin juste de rééquilibrer mon alimentation, j'ai besoin d'apprendre à manger parce que je suis totalement perdue, ou je fais de l'alimentation émotionnelle, ou j'ai des compulsions alimentaires, je prends ces profils-là. Ceux que je ne prends pas du tout et sur lesquels je suis catégorique, c'est les gens, enfin les femmes du coup, qui me disent salut, je veux perdre du poids. Je ne suis pas coach perte de poids, même si les élèves ne grossissent pas en sortant des troubles alimentaires et très souvent elles s'affinent, je ne fais pas de perte de poids pure et dure. Donc aller voir une nutritionniste, ça revient beaucoup moins cher. et d'ailleurs, tu disais les femmes, est-ce que c'est plutôt d'ailleurs des femmes qui sont touchées par des TCA et que toi tu vois, ou est-ce que enfin, il y a des hommes évidemment, mais est-ce que la proportion elle est comment? Alors, généralement, c'est plus les femmes, mais après, ça touche tout le monde. C'est juste que moi, enfin, je n'accompagne que des femmes parce que je connais mieux le corps féminin avec les hormones féminines et que les réactions hormonales masculines, je les connais moins bien. J'ai des notions, mais pas assez pour vendre des accompagnements poussés, quoi. Donc, voilà, je préfère être sûre de ce que je dis et aider les gens que faire de l'à peu près, même si en soi je pense que je pourrais, mais je suis pas OK avec ma conscience là-dessus. Et du coup, effectivement, j'imagine que c'est plutôt quand même des femmes en majorité qui sont touchées, notamment par rapport aux injonctions autour du corps. Ça, est-ce que ça rentre en compte aussi, comme tu disais, souvent on a envie de maigrir parce que on veut rentrer dans un standard. Il y a les réseaux sociaux, il y a la chirurgie esthétique aussi qui se démocratise. Donc j'imagine que tout ça, c'est aussi une pression supplémentaire en plus des problématiques qu'on peut avoir, comme dont tu parlais de l'instant présent où il y a des choses qui vont pas dans la vie. Oui, c'est complètement vrai. Après, moi, j'ai aussi un avis bien tranché là-dessus. Enfin, je le vois quand je prends du recul avec les femmes que j'accompagne. Il y a une pression sociale qu'on ne peut pas nier. La femme, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, faut qu'elle soit impeccable tout le temps, nickel chrome et tout. C'est vrai, carrément. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui se mettent la pression toutes seules. Où en fait, il n'y a pas de pression sociale à part entière, c'est-à-dire tous les jours, leur conjoint me dit mais non, c'est très bien, tout va bien. Enfin, qui vraiment, ça m'est arrivé, hein, ça m'arrive très souvent d'accompagner des femmes parce qu'on travaille là-dessus où leurs amis, leurs parents, leurs conjoints leur disent mais t'es magnifique, ne bouge pas, tout va bien. Et du coup, en lien avec la dysmorphophobie de mais si je suis pas assez, faut que je sois encore comme ça. Elles se mettent la pression elles-mêmes parce qu'elles sont convaincues que si elles sont différentes,
elles seront plus attirantes pour leur conjoint, il les trouvera plus belles, elles seront, comment dire, leur beauté sera décuplée, tu vois. Et là, on n'est plus sur la comparaison des autres, on est sur, je suis persuadée que si je suis plus fine, mon mec m'aimera mieux. En gros, hein, je schématise, mais c'est ça. Et j'avais partagé un jour en story un message d'un homme qui me suit. J'en ai peu, mais j'ai des hommes qui me suivent. Et ça n'avait pas été... En fait, il y avait 50-50, tu sais, ça n'avait pas été hyper bien perçu. Tu avais la moitié des femmes qui avaient compris et tu avais la moitié des femmes qui n'avaient pas trop saisi le message. En fait, je sais plus comment c'était tourné, mais c'était un gars qui me disait, en gros, ben, vu que tu aides les femmes d'une certaine façon à améliorer leur apparence parce qu'elles sont très portées là-dessus, en gros, dis-leur que la majorité des hommes préfèrent les formes. Et le message, il avait pour but d'apaiser un peu les femmes, c'est-à-dire vous vous mettez la pression pour rien parce que vous voulez être comme ça, et en gros, c'est pas ce qu'on préfère. Mais c'est un truc hyper généraliste, tu vois, et qui était bienveillant. Et en fait, il y a des femmes, pas tout le monde, hein, mais il y a des femmes qui l'ont pris en mode oui, mais on s'en fout de la vie des mecs. On s'en fout. Et c'était pas le message, tu vois, c'était pas le message. Et en même temps, tu vois, il y a un peu cette ambivalence de ouais, mais nous on le fait pas pour les autres, on en a rien à foutre des mecs, faut qu'ils arrêtent de commenter notre physique et tout. Et quand tu creuses un petit peu, que tu leur dis ok, pourquoi tu veux changer? Pourquoi? Ben parce que je ferai mieux, parce que on m'aimera plus, parce que mon mec, si je suis comme ça, il me préférera, tu vois. Oui. Donc il y a cette ambivalence, comme je disais, où la femme très souvent se met la pression parce qu'elle est convaincue qu'il faut ressembler à ça. Et t'as des mecs, enfin la majorité des mecs, ils se disent non. C'est nous, on est bien, enfin tu vois, on aime bien les formes, on aime bien comme ça. Donc il y a les deux. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais que là, les hommes disent souvent non, mais t'es très bien comme ça. Donc, c'est un discours qui est pas suffisant. Mais quand on a dans son entourage une personne qui souffre de TCA, et donc qu'on le sait hein, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour l'aider, l'accompagner peut-être à s'en sortir en fait? Alors c'est terrible, mais il y a une phrase, tu sais, qui est dite en psycho et en dev perso, parce qu'en fait, le dev perso, c'est un peu de la psycho vulgarisée, qui dit que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Oui. Si la personne, en fait, ne vient pas te demander de l'aide d'une façon ou d'une autre, il n'y aura rien à faire. Ok. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu une prise de conscience, c'est-à-dire que, admettons que tu es dans ton entourage, je sais pas, une femme qui est anorexique, ça se voit physiquement et toi tu le constates, tu te dis purée, elle mange rien du repas, voilà, tu captes un peu des signes. En gros, c'est horrible, mais si elle t'a rien demandé, elle t'entendra pas. Parce qu'il n'y a pas eu la prise de conscience. Ce qu'il faut dire, pas dire, mais on peut réorienter justement vers un professionnel, un accompagnateur, quand la personne te dit, voilà, ça va pas du tout, je pense que j'ai ce problème-là. Tu vois qu'elle vient se confier, je pense que j'ai ça, ou ça me pose problème, etc. Là, tu peux réorienter. Mais sinon, malheureusement, là, tu sais, les personnes qui sont dans le déni, toi, tu vas user de l'énergie à lui expliquer, à vouloir la tirer vers le haut, et elle est pas prête à entendre. Elle est pas apte. Donc sur ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Après, c'est vrai que notre entourage, qu'il soit amical ou amoureux, enfin peu importe, l'entourage proche, on se rend compte qu'il joue quand même un rôle déterminant sur une personne. On constate que si tu as des gens toute la journée autour de toi qui te disent oh ben t'es jolie, t'es bien coiffée, cette robe elle te va bien, t'as l'air belle, enfin pas t'as l'air belle mais t'as bonne mine, tu vois, t'as l'air bien, etc. C'est des petites phrases qui vont te donner confiance en toi et tu te sentiras pas forcément badass, mais on remarque que chez ces personnes-là, ça va quoi, tu Ouais. vois. Et si à l'inverse, t'as des personnes, alors ça peut être très souvent le conjoint, mais aussi des parents. Moi, j'ai des femmes, même de 40 ans, hein, à qui les parents leur disent ah, mais t'as pris un peu de ventre, non? Ou attention, tu devrais pas manger ça. Ou tu sais, les petites phrases, ben, les légumes, tu peux y aller, c'est pas calorique. Et en fait, ça te fait une somme de réflexions, de phrases que tu entends qui peuvent soit déclencher, soit te maintenir dans un état ben, soit positif, soit négatif. Donc d'un côté, il n'y a rien à faire, et de l'autre côté, tu vois, tu peux envoyer
des petites pointes de positif Ouais. d'une façon ou d'une autre. Oui, parce que sous couvert de non, mais je le dis, c'est pour ton bien, t'as pris du poids, machin, en fait, c'est très très négatif. Enfin, c'est reçu négativement, quoi. Ben, en fait, c'est quoi l'intérêt de faire une remarque à une personne sur quelque chose qu'elle ne peut pas changer là maintenant? C'est très juste ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Alors, là, pour le coup, j'ai rien inventé, hein. Mais si je te dis, ouais, je sais pas, t'as une feuille de salade entre les dents, ou là, t'as un truc, tu vas faire ça, et c'est bon, t'es amélioré et terminé. Mais si je te dis, ouais, t'as grossi, ok, et ça, c'est volontairement méchant. La personne, elle va pas fondre en 2 minutes. Donc, c'est quand même déplacé, méchant. Euh, voilà, c'est très souvent, c'est sous couvert de bienveillance, hein, ils te disent les gens, mais pas toujours, rarement. Mais j'avais entendu, je sais plus où est-ce que c'était, ou lu un truc qui disait si la personne en face de toi, elle peut pas changer ce que tu lui dis dans les 30 secondes ou 3 minutes, enfin je sais plus ce que c'était le délai, bah juste tais-toi en fait, parce que ça sert à rien à part mettre la personne mal à l'aise ou la Oui, faire se sentir pas bien, bah tu vas rien faire quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ça ne sert à rien. Et puis, si tu as une personne qui a un peu de répondant en face, tu vois, par exemple, ouais, mais t'as grossi ou t'as pris du ventre, ou bah, tu vas juste te prendre, oui, je sais, j'ai vu. Donc, en fait, enfin, ça n'a aucun intérêt. T'as pas avancé plus, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, si on a envie d'être suivi par toi, d'être accompagné, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un premier rendez-vous où justement tu expliques un peu comment tout va se passer? Est-ce qu'on t'envoie un message sur Instagram? Est-ce que tu fais que du visio? Est-ce que tu fais aussi du présentiel? Comment ça se passe? Alors, c'est très difficile dans le sens où moi, en fait, le coaching, il s'intègre par candidature parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, je parle au tout début, hein, c'était 2018-2019, mais c'est le cas encore aujourd'hui. Tu as des gens qui pensent que être accompagné ou, dans mon cas, avoir un coach, ça suffit. C'est-à-dire, j'intègre un coaching et pouf, ça va se faire tout seul. Sortir des troubles alimentaires, c'est très difficile. Et c'est largement faisable, mais c'est très difficile. Il faut aller hors de sa zone de confort plus. Et comme je dis tout le temps, moi, je peux vous aider à tout, mais je suis pas magicienne. Et donc, je fais des sélections parce que quelqu'un qui me dit, ben voilà, je pense que j'ai besoin d'aide, mais j'y arriverai pas, mais j'ai vu plein de trucs, je sais que ça fonctionne pas, est-ce que tu peux m'aider? En fait, il est déjà dans l'optique que ça va pas fonctionner. Donc, du coup, dans ces cas-là, je prends pas parce que même si on travaille le côté psychologique, une fois de plus, je suis pas magicienne. Je vais t'aider, mais je vais pas te révolutionner, comment dire, ton cerveau. Si tu es convaincu que ça marchera pas, ça marchera pas. Donc, moi, je fais des candidatures pour ça. Je prends les femmes les plus motivées, tu vois, qui vraiment me disent, Valentine, j'ai tout essayé, je suis au bout de ma vie, il faut que tu m'aides vraiment, vraiment, vraiment. Et à ce moment-là, du coup, la prise de contact, elle est généralement tout le temps sur Insta, parce que c'est là que les gens me trouvent. Et après, voilà, je pose des questions pour voir si vraiment je suis la meilleure personne pour accompagner cette femme-là. Alors, ça se fait très brièvement, hein, mais voilà, je vois un peu son parcours, sa problématique actuelle. Du coup, après, il y a le petit formulaire de candidature à remplir. Et une fois que j'ai checké le formulaire et que je me dis oui, ça peut coller ou non, ça peut pas coller, à ce moment-là, on fait un petit appel pendant lequel j'explique tout le fonctionnement du coaching et la personne me dit généralement quand tu arrives à cette étape-là c'est oui mais on va dire que la personne dit voilà oui ou non et après on embraye mais j'ai beaucoup d'attentes. Ça c'est un peu le côté des illusions du truc, c'est que j'ai beaucoup d'attentes donc voilà, il suffit pas de se dire ben je pense que j'ai besoin d'aide et je vais y aller parce que comme c'est très prétentieux de dire ça. J'allais dire comme je veux faire les choses bien, mais je prends pas 50 personnes, je prends que 10 personnes par session. Et comme c'est des coachings de 3 mois, ben, ça fait 10 personnes tous les 3 mois. Et sauf que j'ai beaucoup plus de 10 demandes. Donc souvent, il y a des déceptions quand même. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous donner une idée pour les gens que ça intéresse du coût que ça représente de faire appel à tes services? Oui, ben là, avec avec l'application de la TVA, merci l'État, voilà, c'est de l'argent que le client paye et que je ne touche pas.
mais c'est la règle. Là, on est pour l'accompagnement de 3 mois, c'est 1560 TTC. Voilà. Après, la particularité, c'est qu'on est sur un suivi quotidien. C'est pas une fois par semaine, c'est pas une fois toutes les 3 semaines, comme les nutritionnistes ou autres. C'est du quotidien pendant 3 mois. Et on fait voilà l'alimentaire et comme je te disais la gestion émotionnelle et en gros tout ce qui est pas alimentaire, moi je le mets dans la case alimentation émotionnelle, mais ça englobe plein de choses, hein. Ça peut être la gestion du stress, les croyances, parce qu'il y a aussi beaucoup d'injonctions. Moi je pense que cet aliment il est mauvais, que ça je dois pas le manger, que je dois pas manger plus, que je dois faire du sport, voilà. Tout ça je le mets dans la partie gestion émotionnelle. Bah, avec un suivi quotidien, je comprends que tu prennes 10 personnes et pas plus parce que ça représenterait un volume. Ça, c'est difficile d'accompagner bien les gens quand c'est tous les jours et que tu en as 150, quoi. Ben ça c'est mon avis, mais quand tu sais je fais les veilles concurrentielles, que je regarde un peu à droite à gauche, je sais pas, moi je vois, alors pas forcément dans les troubles alimentaires, hein, mais je vois des coachs qui ont 40 élèves. Donc tant mieux pour eux, hein. C'est pas, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi tous les jours je me dis mais comment ils font? Parce que moi, tu vois, un rendez-vous on enchaîne une autre, tu vois, même toi quand tu m'as demandé est-ce que jeudi 14h c'est bon, je t'ai dit bah si c'est 14h ça va, parce qu'après je peux pas. Donc tu vois, je sais pas comment font les gens, mais moi oui, enfin, pour que ça soit, tu sais, faut prendre le temps, il y a plein de peurs, faut discuter, faut. Donc oui, mes journées ne font que 24 heures. Oui, puis c'est aussi du cas par cas. Pour le coup, moi j'avais été suivie par une coach pour un rééquilibrage alimentaire et je crois qu'elle avait genre entre 40 et 50 personnes. Et donc quotidiennement, il fallait que tu lui envoies ce que tu mangeais, matin, midi, soir, etc. Et en fait, elle voyait mais elle ne répondait jamais parce qu'avec autant de personnes qui t'envoient 3 repas par jour, c'est impossible de répondre et d'avoir un suivi correct. Et du coup, alors oui, j'avais perdu du poids, mais en fait, l'accompagnement, zéro, quoi. Donc, c'est pas... Moi, je pense que quand on fait ce genre de choses, il faut être accompagné correctement. C'est pas juste payer et dire je veux faire ci et suivre à la lettre ce qu'on nous dit. Et je pense que vraiment discuter avec le professionnel qui nous suit, c'est hyper important. Donc, Moi, je je trouve que vois. c'est bien. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'envisage pas mon travail autrement. En fait, les filles, quand elles sont élèves et que je les accompagne, généralement, tu vois, si j'ai pas de rendez-vous comme là où il est sur silencieux, mais généralement, je réponds dans le quart d'heure. Et en fait, au début, parce qu'après, elles prennent l'habitude, mais au début, elles me disent, oh là là, la réactivité. Mais en fait, c'est aussi ça que vous payez. Enfin, pour moi, un accompagnement, c'est ça. Sinon, ça s'appelle pas accompagnement. Sinon, ça s'appelle programme. Tu vois, je te donne un PDF et débrouille-toi. Enfin, moi, je te dis, je vois pas autrement mon travail. C'est important d'être encadré. Je mets mes horaires. J'ai une plage horaire qui est quand même étendue, puisque je suis joignable de 7h à 20h. Ah oui. Mais ça m'est déjà arrivé pour un cas extrême d'une nana donc, qui avait trouble alimentaire et qui était en forte dépression. J'ai reçu des messages à minuit. Si je les vois et que c'est un cas urgent, parce que des fois je les vois pas, mais si je les vois et que c'est un cas urgent, ça m'est déjà arrivé de répondre à minuit, 1h du matin, parce que c'était nécessaire. Et selon moi, c'est indispensable en fait. Tu peux pas dire je vais aider les gens, mais par contre t'es en galère, ouais mais bon t'as vu, c'est pas l'heure, démerde-toi quoi. Je pense que c'est ça hein, que j'avais reçu. Sur le coup, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais plus les semaines passaient, plus je me disais, en fait, tu prends ton argent et c'est tout, quoi. C'est exactement ça, en fait, elle m'a envoyé un PDF et bye bye, quoi. Ouais, ouais. Mais tu sais, la dernière fois, ça doit faire 6 mois, mais ça m'a marqué, j'en parle à tout le monde. À tout le monde. J'ai vu une story d'une diététicienne que j'aime beaucoup en plus, qui fait du bon taf, c'est ça tu sais, qui m'a fait mal. Et en fait, elle faisait une story où elle répondait à un commentaire de quelqu'un qui lui avait dit, mais ouais, tu fais des plans alimentaires, mais c'est pas hyper personnalisé, quoi. Et elle répondait, elle disait, mais vous vous rendez pas compte, en fait, si on fait du personnel avec tous les élèves, enfin avec tous les clients, elle disait avec tous les patients, voilà, parce qu'elle est diététicienne, avec tous les patients, c'est trop long, on n'a pas le temps de faire ça. Et moi, j'étais là, tu sais, dans mon téléphone, et j'ai bugué, mais c'est le but, en fait. Enfin, et je trouvais ça énorme. J'ai pas compris, j'ai bugué, parce que je me suis dit déjà de le penser, et c'est particulier, quand même. Mais je me dis de le dire en story, et de dire aux gens, ben non, on peut pas faire du personnalisé, parce que vous vous imaginez pas le temps que ça prend. Ok, donc tu vois, je pense que alors pas tout le monde, hein, mais je pense que tu as certains pros qui s'en rendent même pas compte en fait. Pour eux, tu vois, c'est pas mal. C'est juste que c'est comme ça et ils y pensent plus.
Oui, alors que tu viens quand même pour un accompagnement personnalisé, justement adapté à tes besoins. Si ça te va, Valentine, on va passer aux idées reçues qu'on a autour des TCA qu'on a pu trouver et tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Alors la première idée reçue, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ça touche uniquement les jeunes filles. Ah ben non, mais moi j'ai des élèves de 40 ans, 50 ans. Non, mais je crois que c'est une très bonne idée reçue parce que tu vois, il y a une élève que j'ai eue dernièrement qui était anorexique. Et c'est le problème auquel elle a été confrontée. Tu vois, elle a été suivie. Alors, elle n'a pas été hospitalisée, mais en hôpital, elle a été suivie par psychiatre et nutritionniste. Et en fait, il lui disait en gros que bah, c'était une maladie de jeune fille et que presque c'était impossible qu'elle ait ça, quoi, parce Ah qu'elle oui. avait 40 ans. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Mais c'est totalement faux. Mais c'est très courant comme idée. Alors, il y en a une deuxième idée reçue, tu y as un petit peu répondu, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est que c'est juste une question de volonté de sortir des TCA. Non, il y a pas. En fait, c'est très souvent des blocages psychologiques et ça n'a rien à voir avec la volonté. Après, il y a du conditionnement. Voilà, on travaille l'état d'esprit, ça se travaille. Il y a plein de petites choses à faire qui très souvent sont toutes bêtes, hein. Mais non, il suffit pas de vouloir pour s'en sortir parce que bah, les personnes généralement, elles ont très envie de s'en sortir. C'est juste que soit elles n'ont pas les outils, soit elles voilà, elles n'ont pas de personnes à côté d'elles. Non, si c'était que la volonté, hein, ça serait le plus simple. La troisième idée reçue, du coup, c'est que c'est facile de guérir, il suffit juste de manger normalement. Dans la théorie, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu donnes à ton corps ce dont il a besoin et que tu désamorces les peurs et que tu fais tout le travail, la théorie, c'est ça, hein. Il Oui. suffit de faire ça. Enfin, moi, dans mon accompagnement, on va dire, c'est pas une méthode, mais c'est la même pour tout le monde. Après, c'est totalement faux dans le principe parce que ben il y a des peurs, il y a des croyances. Alors là, je vais parler pour mon accompagnement, mais vous avez dû voir sur mon Insta, et je suis très souvent décriée pour ça, mais c'est pleinement assumé. Je fais tout l'inverse des recommandations générales. Donc, il suffit pas voilà, de juste remanger plus et de bien manger, parce que tu as tout le lot de peur qui vient avec, et la peur, ça te bloque en fait, réellement, hein. Même si tu sais ce qu'il faut faire, si t'es pas accompagné et qu'on te dit bah, il faut manger plus et il faut manger mieux, oui, merci. Mais moi, j'ai peur. Oui, c'est Donc, comme de tu dire restes là. pour perdre du poids, il faut faire du sport et manger des légumes, quoi. Si c'était juste ça à appliquer bêtement, méchamment et qu'on était juste en train de le faire, il n'y aurait pas de question à se poser. Ouais. Mais tu sais, moi, j'aime bien les comparaisons. J'aime bien dire c'est comme quand, parce que je trouve que c'est plus parlant. Le saut à l'élastique, il suffit de sauter, hein, c'est pas difficile. Oui, bah, il suffit. Mais c'est le même principe. L'action, elle est très simple. Dans le principe, c'est un petit peu différent. Ouais, bien sûr, je comprends. Bon, et du coup, la dernière idée reçue qu'on a pu trouver, et il y a peut-être une part de vrai dans ce que dans ce que tu nous as déjà expliqué, c'est que les personnes qui ont des TCA, bien souvent, c'est qu'au départ, elles avaient envie de maigrir. C'est un peu ça le point de départ. Très souvent, oui. Alors, pas forcément l'envie de maigrir, mais d'une façon ou d'une autre, l'envie de contrôler leur physique. Soit c'est la volonté de maigrir un petit peu parce qu'elles ont eu des remarques, parce que très souvent ça vient de l'extérieur, hein. Voilà, très souvent c'est des petites remarques par-ci par-là. Mais pour celles qui n'ont pas envie de maigrir, c'est qu'elles veulent pas grossir. D'accord. Et c'est un peu pareil parce que sur Internet ou sur Insta, ben, les deux vont de pair en fait, hein. Si tu cherches en gros comment se stabiliser, comment pas grossir, ben, on va te donner les mêmes conseils, hein. Faut manger moins, il faut faire attention, il faut faire du sport et il faut manger des légumes. Donc, ouais, de façon générale, c'est la volonté de contrôler son apparence et c'est là où c'est le début de la fin, tu vois. Et ça, on le voit aussi pareil quand tu prends du recul. Moi, j'ai une élève, c'est très récent, c'est pour ça que je parle de ça. J'ai une élève la dernière fois qui me dit, mais Valentine, là, j'ai grossi. Enfin, pas là, mais dans la dernière année, avant de venir en accompagnement, elle me dit, je comprends pas parce que j'ai grossi alors que j'ai mangé du céleri, alors que avant, je pouvais manger ce que je voulais et je grossissais pas. Enfin, il y avait rien qui se passait. Et oui, mais à partir de quel moment tu as commencé à grossir? On se rend compte très souvent que c'est à partir du moment où tu t'es dit, là, je vais faire gaffe, ou là, je vais mettre
telle action en place pour soit rester comme ça, soit maigrir un petit peu. Et en fait, tu dérègles complètement ton corps et du coup, c'est l'engrenage. Bah écoute, merci Valentine. Est-ce que, on est bientôt à la fin de cet épisode, tu aurais peut-être un livre, un film, une série ou un support à nous recommander pour les personnes qui auraient d'autres questions, qui ont envie de se renseigner davantage sur les TCA? Je suis obligée de parler de mon compte. Je pense que j'essaye en tout cas de mettre beaucoup d'informations sur mon compte Instagram parce que je publie tous les jours. Donc, il y a plein de ressources. On parle du poids, on parle de l'IMC, on parle de l'alimentation, on parle des troubles alimentaires, du métabolisme. Tout est en lien avec les troubles alimentaires, mais j'essaye d'aborder vraiment toutes les notions. Donc, je ne peux que rediriger les gens là-dessus. Après, j'ai un livre qui me vient en tête d'une copine qui s'appelle Mathilde Blancal et qui est connue. Certaines personnes la connaissent sur Insta. C'est Confidence et chocolat. Et elle a écrit un livre sur les troubles alimentaires. Je l'ai là. Attends. Il s'appelle Confidence d'une ex-accro des régimes. D'accord. Et alors, c'est pas un livre c'est une expérience perso. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on lit le livre qu'on va sortir des troubles alimentaires et que tout va aller mieux. Mais j'avoue qu'il est très, très, très bien écrit. Je pense qu'il peut répondre à pas mal de questions ou que certaines femmes, du coup, puisque c'est adressé aux femmes, ça peut aider certaines femmes, tu vois, à comprendre certaines choses, peut-être à se dire, ah ben ça y est, en fait, je sais que j'ai ça y ressemble, donc peut-être que je devrais creuser ou me pencher sur la question. Oui, de voir que t'es pas toute seule et qu'en fait, il y a d'autres. Enfin, tu te reconnais aussi dans certains symptômes, dans certaines, dans certaines histoires, quoi. Oui, voilà, ça permet un peu de comprendre, de démêler un petit peu, tu vois, parce que moi, des retours d'élèves que j'en ai, c'est que, ok, tu sais que tu es dans les troubles alimentaires, mais déjà, tu sais pas forcément lequel, tu sais pas forcément ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi. Tu sais, des fois, tu as l'impression que ça te tombe un peu dessus comme ça. Et franchement, il est assez bien foutu. Et est-ce que du coup, Valentine, pour terminer, tu aurais peut-être une petite note positive pour conclure cet épisode sur les TCA? Il y en a un, mais qui vaut dans le cas des TCA, mais qui fonctionne dans tous les domaines, puisque comme je disais au début du podcast, tu sais, quand on a un problème avec l'alimentation, on se rend compte que l'alimentation, c'est rarement le problème. Oui. Donc, parce qu'en coaching, on travaille un peu sur tout. Et du coup, je pense que la phrase qui me vient directement et qui est la plus représentative, c'est que tout est possible, en fait. Tu peux t'en sortir, tu vois, les gens qui te disent mais non, c'est pas possible, on n'en sort jamais, ou alors si tu sors, faut que tu prennes 10 kilos, ou voilà, plein de choses comme ça. Tout est possible dans tout, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était très chouette. On espère que cet épisode t'a plu et t'a apporté des réponses. Si tu avais des questions autour de ton rapport à l'alimentation, pour plus d'informations, n'hésite pas à consulter le compte Instagram de Valentine. Il regorge de conseils utiles. Et quant à nous, on te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner, on te le redit encore, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous nos liens sont en barre d'infos. Ciao les meufs!